Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous renouvelons nos salutations. Bienvenue au marché des Business Schools. Nous sommes à la 2e édition. Comme l'année dernière, ce marché se distingue par le plateau TV, qui est un plateau qui permet à tous nos étudiants professionnels qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de pouvoir suivre en direct l'ensemble du forum sur les 2 jours. Et après la cérémonie d'ouverture, le premier entretien que nous aurons sur ce plateau sera en compagnie du parrain de cette 2e édition du marché des Business Schools, M. Alain Kété, associé chez Ernst & Young et parrain de cette 2e édition. Et avec lui, nous serons avec M. Martin Frigola, directeur général de MDE Business School, qui est notre partenaire pour tout ce qui est contenu scientifique du marché des Business Schools. Nos entretiens porteront particulièrement sur la qualité du système de formation ici, la dynamique de coopération qui existe aujourd'hui, qui se développe entre les systèmes de formation du Nord et les systèmes de formation du Sud. Et ensemble, nous allons faire un tour pour voir comment est-ce que ce marché, dans son ensemble, peut contribuer à améliorer les capacités de nos étudiants, améliorer la visibilité de tous ceux qui sont candidats à ces grandes écoles par rapport aux informations qu'ils pourraient avoir. Donc, M. Alain Kété, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le parrain de cette cérémonie. Avant de vous permettre de regagner votre siège, je voudrais juste avoir vos impressions après avoir visité l'ensemble des stands. Quelles sont à chaud comme ça vos premières impressions? Merci. Déjà, c'est avec étonnement et très très grande satisfaction que j'ai constaté la qualité des exposants de ce matin. Et à peine la coupure du ruban effectuée, j'ai été aussi très impressionné par le nombre des étudiants qui ont soif de connaissances sur la qualité de la formation, sur l'accès à l'information pour la formation. Et ça, je pense que c'est une très 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 belle initiative de l'association, la Fondation Bénéa et TG Master. Merci, M. Kété. Je prendrai aussi rapidement les avis de M. Martin Frigola, qui est le directeur général de MDE Business School, l'une des premières business schools à former des 4 dirigeants en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Monsieur Martin, comment vous avez trouvé le premier tour de passage avec les stands? Le marché de Business School est vraiment magnifique. Et je pense que la conclusion principale, c'est que c'est une initiative absolument nécessaire. Que c'est très très difficile d'avoir les informations et que les étudiants puissent avoir, disons, l'orientation et les pistes nécessaires pour tracer son futur sans des activités comme celle-ci. Et je voulais féliciter TG Master et tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative. C'est vraiment très 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 bien organisé. Merci. Merci. Donc, monsieur le parrain, je vais vous demander de regagner au siège. Monsieur Frigola, vous aussi. Donc, pour ce premier entretien, qui est un entretien exclusif avec monsieur Alain Kété, qui est parrain de cette 2e édition du marché des Business Schools, en compagnie de monsieur Frigola, qui est directeur général de MDE Business School, on va essayer d'aborder une thématique qui coiffe un peu, qui cadre avec le marché des Business Schools que MDE et TG Master et la Fondation Bénéa ont pris l'initiative de faire depuis quelques années. C'est-à-dire, on part d'une idée simple, celle qu'il est très difficile aujourd'hui pour les étudiants, pour les professionnels désireux de se former dans les grandes écoles, d'avoir accès à l'information. Monsieur Kété, vous disiez dans votre allocution qu'en votre temps, c'était quasiment impossible d'avoir accès à ce type d'information. Comment vous trouvez le fait qu'il y ait une telle diffusion d'informations? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est le temps qui est arrivé? Qu'est-ce qui favorise cette dynamique d'information un peu disponible un peu partout? Bien, merci. Bon, je pense qu'il y a eu, au fil des temps, une conjonction de facteurs qui a facilité l'accès à l'information pour les filières d'éducation. C'est vrai qu'avec l'ère du numérique, le développement des nouvelles technologies et autres, les étudiants aujourd'hui ont la capacité d'accéder plus facilement aux centres de partage, aux centres de communication des filières de formation internationale et aussi de communiquer plus aisément avec les personnes qui sont à la charge de la gestion de ces formations à l'international.
La deuxième chose, c'est que aussi il y a eu un bond qualitatif dans les programmes proposés par les filières internationales et nationales pour répondre aux besoins du marché en termes d'employabilité des étudiants qui étaient formés. Alors on est passé dans des formations qui étaient très sociologiques, théoriques, basées sur des connaissances de base qui se faisaient à l'époque, à des formations qui sont beaucoup plus pratiques et qui permettent aux étudiants d'avoir plus accès facilement au marché de l'emploi. Donc des filières de master spécialisées, de formation grande école, de commerce, de gestion, qui permettent l'employabilité des étudiants, se sont développées au fil des années, ce qui fait que aussi ça a stimulé la curiosité des étudiants à avoir accès à ce type de formation. La dernière chose, c'est aussi le niveau de flexibilité qui s'est développé au niveau des institutions internationales, qui ont permis à ces grandes institutions-là d'adapter leur offre en matière d'éducation pour répondre aux besoins, je vais appeler ça des marchés locaux. Il y a un bon nombre d'étudiants aujourd'hui qui ont la volonté, la capacité d'accéder à ces institutions-là. Il fallait leur offrir le moyen d'y accéder tout en ne perturbant pas leur vie au quotidien ou bien tout en prenant en compte leurs moyens limités d'accès à ces formations. Et je pense que pour ça, il faut féliciter certaines institutions comme l'ISE, le SCP, HEC, ESSEC et toutes ces grandes institutions qui ont su s'adapter pour répondre à nos besoins locaux en signant des partenariats, soit en local, soit en délocalisant des formations pour accéder, pour permettre aux étudiants locaux d'accéder à ces formations. En rebondissant un peu sur ce que vous avez dit, donc on est plutôt rassuré de croire qu'en Côte d'Ivoire et pour certains pays de l'Afrique, il y a du potentiel. Oui, en fait, en termes de potentiel, aussi bien qualitatif que quantitatif, pour répondre à ces offres de ces institutions, le besoin est là. Le besoin est là, les étudiants ont cette soif d'apprendre, ont cette soif d'accéder à ces formations d'excellence. Il faut répondre à ce besoin. Donc c'est comment ces institutions-là s'organisent, quels sont les mécanismes qu'ils mettent en place pour capter ces étudiants qu'il va falloir travailler, développer. Et je pense que c'est ce qui se fait actuellement et qui fait qu'aujourd'hui on a ces qualités d'exposants ici présents à Abidjan pour répondre à ce marché. D'accord. Martin Frugola, le parrain Kété évoque la question du besoin. Je sais que MDE Business School est né aussi d'un besoin que vous avez identifié au niveau de la formation des cadres supérieurs. Quel est le besoin qui fonde l'histoire de MDE avant qu'on ne poursuive? Quel est le besoin qui a justifié que vous puissiez mettre en place une business school aussi orientée vers les cadres dirigeants? Les groupes de dirigeants qui ont promu la naissance de MDB School, nous étions en exercice à Abidjan et nous n'avions aucune structure qui puisse nous former en tant que dirigeants d'entreprise. C'est vrai que la plupart de nous avions l'opportunité d'aller peut-être suivre des formations à l'étranger, mais on s'était dit que cette option serait la plus facile, que ce qui serait plus durable, c'est essayer d'avoir des formations de haut niveau en Côte d'Ivoire. Lorsque on a voulu commencer, on s'est adressé à IEC Business School de Barcelone, qui est actuellement numéro 1 au monde en Executive Education depuis plusieurs années. Et ils nous ont dit carrément qu'ils n'étaient pas intéressés à avoir des activités à Abidjan, mais que si nous voulons créer une business school à Abidjan, ils pourraient nous accompagner. C'est dans ce cadre que ce que nous avons fait, plutôt qu'organiser, ils ont beaucoup d'activités, c'est donner une priorité à former notre corps professoral. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes engagés depuis déjà plus de 10 ans. Au début, les formateurs étaient des dirigeants d'entreprises qui ont suivi des formations pour devenir eux-mêmes professeurs. Et ensuite, nous avons vu qu'il fallait aller beaucoup plus loin, que pour avoir une formation de haut niveau en Côte d'Ivoire, ça ne suffit pas de faire venir des profs de l'étranger, mais qu'il faut avoir des profs ivoiriens, des profs africains qui connaissent, qui sont bien
proche des réalités de tous les jours, des réalités qui vivent les entreprises, qui sont différentes des réalités qui sont vécues dans d'autres continents, et qu'eux-mêmes soient des professeurs de très haut niveau. Et alors on a commencé à chercher de jeunes qui veulent s'embarquer dans cette aventure d'être des professeurs, chercheurs, et créer une business school enracinée vraiment dans les pays africains, mais en formant évidemment ces professeurs dans les meilleures business schools au monde. Donc évidemment, on a commencé avec AIS. La première personne qui est partie est Marie-Noël Anguessan. Elle a fait un MBA. Elle a enseigné pendant 3 ans ici. Maintenant, elle est en train de faire son PhD. Et après, vous connaissez bien Léon Zano, un lauréat de la Fondation Benian. Il a été le 2e. Il a fait son MBA. Il est maintenant le secrétaire général de M2 Business School. Mais je sais qu'elle a le projet bientôt aussi de faire son PhD. Et les résultats, on peut vous dire, de formation de haut niveau fait par des professeurs ivoiriens est déjà une réalité. Et le MDE, c'est vraiment un exemple de coopération entre système de formation du Nord et système de formation du Sud. Parce que c'est quand même un partenariat avec l'ISE de Barcelone qui reste une référence en termes de formation, voilà, qui donne naissance à MDE ici. Et quelles sont les opportunités que ça a créées pour l'environnement en Côte d'Ivoire en termes de formation de cadre? Est-ce qu'aujourd'hui on a un impact? Est-ce qu'on sent que cette formation-là contribue à un certain niveau à améliorer le niveau de rendement de nos dirigeants? Je pense que les témoignages qui sont recueillis et que vous pouvez le trouver dans les différents magazines que nous éditons. Bon, j'ai la joie aussi de présenter M. Kete, que c'est un de nos alumni. Je pense qu'il pourra témoigner aussi. Tout le monde dit que la formation les a aidés vraiment à donner un bond important dans leur efficacité personnelle et dans les résultats de l'entreprise. Il y a déjà plus de 480 alumni qui ont fait des programmes longs. Cette année, nous venons de commencer, on a plus de 130 inscrits. Donc dans quelques mois, il y aura plus de 600 anciens. Et ces personnes-là, ils apprécient beaucoup la formation qu'ils ont reçue. Une bonne partie de la formation qu'ils ont reçue n'est pas faite par des profs étrangers, est faite déjà par les profs professoraux locaux qui a été formé grâce au coaching de IS Business School. Voilà. Et vous pensez que le fait de créer ce type de partenariat qui est réussi dans le cas de M2 et qui se développe de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup d'écoles en Côte d'Ivoire et en Afrique qui sont en train de nouer des partenariats avec d'autres instituts de formation de réputation mondiale, vous pensez que c'est une opportunité pour ces écoles de contribuer à renforcer le système éducatif? Vous pensez que ça peut apporter quelque chose par rapport au niveau de formation des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire, ou c'est juste une vague? Je pense que la balle est du côté des personnes qui habitent la Côte d'Ivoire, qui doivent être demandeurs de vrais établissements de formation en Côte d'Ivoire. Mais on est dans un monde global, nous n'espérons pas faire une business school locale, mais une business school globale, en travaillant, en coopérant avec toutes sortes de business schools, mais en ayant une base solide. Et sans compter que la formation ne s'agit pas simplement de dispenser des cours. On n'arrive pas à une bonne formation si on ne passe pas à l'étape de programme de recherche. Il y a de très belles réalités en Côte d'Ivoire qui ont été, disons, ignorées. Parfois, il y a des articles de presse, il y a des programmes de télévision, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut des personnes qui réfléchissent à fond, qui regardent, qui analysent et qui puissent ensuite mettre cette connaissance, cette expérience acquise ici sur le terrain à la disposition d'autres Ivoiriens, d'autres Africains, pour que les autres ne commencent pas de zéro, puissent commencer à partir de ce que d'autres Ivoiriens ou d'autres Africains ils ont déjà créé en tenant compte les circonstances de notre pays.
Monsieur Kété, il y a dans les propos de Monsieur Frigola une idée d'écosystème. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter juste de créer des partenariats. Il faut au-delà arriver à créer un écosystème qui contribue à faire remonter le système de formation et à le mettre à niveau par rapport aux besoins des entreprises. Je parle des entreprises parce que vous êtes du secteur privé. Nous savons que durant ces dernières années, le problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi est très présent. Et est-ce que cet écosystème contribue un tant soit peu à assouvir le besoin des entreprises en termes de recherche de compétences? Effectivement, quand j'écoutais les propos de mon ami Martin, c'était exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire la contribution des établissements comme MDE, combinée au cercle des anciens diplômés de grandes écoles, grandes universités, qui ont fait le choix du retour en Côte d'Ivoire, a permis de créer cet écosystème, cette émulation nécessaire à créer un environnement, je vais appeler ça d'écosystème d'éducation, d'excellence. Il fallait avoir des sachants, des gens qui ont déjà expérimenté ces formations. Il fallait avoir des gens qui mettent en œuvre, donc des gens comme MDE, des institutions de formation qui se mettent en place pour créer ces environnements de formation-là. Et il fallait avoir aussi des étudiants qui commencent à avoir envie de participer à ce parcours d'excellence. Donc tout ça a contribué à mettre en place cet écosystème, le bouche à oreille, la présence des écolisations, la présence des établissements et tout, favorable à l'émulsion des institutions comme DE et autres. Le tout mis ensemble a permis d'ouvrir les fenêtres maintenant sur l'international, et les institutions de formation internationale de prestige avaient un terreau favorable pour nouer ces partenariats avec les institutions locales. Parce que l'environnement s'y prêtait, les étudiants étaient favorables à accueillir ce genre de formation. Il y avait un socle d'alumni qui ont participé à ces écoles qui pouvaient se faire le porte-voix de ces écoles-là. Du coup, tout ça, ça a créé une émulation qui crée aujourd'hui un terreau favorable à la mise en place de ce genre de partenariat nord-sud pour améliorer le système éducatif local. Pour moi, ce n'est pas un courant. Ce n'est pas un courant parce que de toute façon, quand on suit l'évolution des choses, il y a eu des aires différentes. Il y a eu des aires où c'était des formations, disons, intramuros. Chaque pays formait ses cadres et ainsi de suite. Il a commencé à se développer des programmes d'échange où les étudiants partaient très souvent à l'étranger. C'était les étudiants locaux qui allaient aux États-Unis, qui avaient les moyens, non, qui partaient en Europe et tout. Ensuite, le besoin s'est fait sentir de créer des plateformes locales qui permettaient de faire la passerelle entre l'accès à ces formations internationales là, en démarrant dans le contexte local qui tient compte de nos réalités. Et pour moi, c'est un processus continu qui va s'accélérer. Et ce que j'entrevois, c'est que très bientôt, et comme cela a commencé à se faire, on aura des campus locaux de ces institutions internationales là, qui auront vraiment scellé des partenariats avec des acteurs locaux qui vont s'établir localement. On aura accès à ces formations-là à partir d'ici. Ça a déjà commencé à se faire au Maroc, en île Maurice et ainsi de suite. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura des grands groupes internationaux qui ont le prestige de la formation, qui seront présents à Abidjan, à Dakar et autres, et qui auront des partenariats solides avec des acteurs locaux. Et monsieur Kété, il y a quelque chose de très intéressant dans tout ce que vous dites là. Et on observe effectivement que dans les systèmes de formation à l'étranger, dans les pays dits avancés d'Europe ou d'Amérique ou d'Asie, il y a vraiment une grande collaboration entre le secteur privé et les écoles. Et je pense que cette collaboration est expérimentée par M2 qui dit nous, on a décidé de faire participer dans nos programmes d'enseignement, dans nos programmes de formation, des professionnels du secteur privé, des professionnels qui ont déjà du métier. Est-ce que ce type de collaboration, il n'est pas un peu frileux pour ce qui concerne les systèmes éducatifs, notamment en Côte d'Ivoire et dans quelques pays d'Afrique? Sur ça, il faut connaître un peu l'ADN des écoles de commerce. Quand vous prenez les écoles de commerce en France, par exemple, que ce soit HEC, ESEP et autres, ce sont des écoles qui ont été bâties sous le socle de la Chambre de commerce de Paris.
C'est la Chambre de commerce de Paris, avec l'appui des entreprises locales et autres, qui ont aidé ces institutions à s'implanter dans le paysage professionnel en France et qui ont assuré leur développement au cours des années. Ce même phénomène va se produire ici. C'est vrai qu'ici, on est actuellement en période de balbutiement, mais je sais que la Chambre de commerce localement commence à initier des partenariats, des collaborations avec des institutions locales. Il faut que les chambres de commerce locales, avec le concours des entreprises, jouent ce rôle-là d'impulsion pour permettre le développement de ces institutions. Et je pense que ça va se faire. C'est vrai qu'on est en balbutiement, parce que c'est une expérience nouvelle pour tout le monde, mais fatalement, on va y arriver, parce que c'est un besoin pour le secteur privé. Et une fois que les entreprises ont compris qu'aujourd'hui leur vivier de demain se trouve dans ce type de formation, elles vont jouer le jeu et contribuer à l'éclosion de ces formations d'excellence. Donc, je voulais ajouter qu'il y a déjà une réalité locale ici en Côte d'Ivoire que je connais. C'est l'Université de Lagune, qui a un master qui est soutenu par 4 entreprises qui ont décidé de s'engager vraiment dans l'appui de l'enseignement universitaire. C'est Prosuma, IPS, Total et la BCC BNP. Et du coup, les étudiants qui sont dans ce cursus, ils ont plus facilement accès à la réalité des entreprises. Et ces entreprises aussi, ils ont un regard sur la qualité des enseignements pour que les enseignements soient collés à ce qu'ils devront appliquer après leurs études. Donc on peut attendre, on peut vous dire, des solutions plus ou moins institutionnelles, mais je pense que ça correspond aussi à la société civile ivoirienne, à chacun de trouver des axes de collaboration avec le secteur privé. Monsieur Kété, j'ai envie de dire que les métiers dans le secteur privé ont tellement évolué qu'aujourd'hui, il faut penser à former autrement. Et aujourd'hui, comment est-ce que des métiers spécifiques comme des métiers de consulting, comme des métiers assez pointus dans le domaine de la finance, comment est-ce qu'il faut arriver, quel genre de dispositions nous devons prendre pour permettre à nos étudiants, à nos professionnels de pouvoir être au niveau de la compétition mondiale, parce que la compétition, elle n'est vraiment plus sur le champ local. La compétition, elle est vraiment sur le champ mondial. Comment est-ce que, en tant qu'entreprise, en interne ou en termes de réflexion, en tenant compte de ce que les autres écosystèmes ont réussi à mettre en place, comment est-ce qu'on peut envisager créer ce type de synergie pour aider nos étudiants et nos professionnels à être à la hauteur de ces nouveaux métiers? Bon, sur ça, je pense qu'il y a des solutions qui ont été déjà éprouvées, qui existent, mais qui ne sont pas encore institutionnalisées. Je prends l'exemple, par exemple, des formations de l'EXCA que faisait, qui, en dernière année de formation, les étudiants avaient accès aux entreprises pour une année de stage au sein des entreprises avant d'aller soutenir leur mémoire pour être diplômés. En fait, c'était une forme d'alternance qui se développait entre les entreprises et puis les écoles. Et je pense que c'est ce mécanisme d'alternance-là qu'il faut continuer à institutionnaliser pour permettre en fait aux étudiants qui sont encore en cours de formation théorique d'avoir accès à l'entreprise, de pratiquer le métier qu'ils veulent faire d'ici 2-3 ans en participant déjà à la vie de ces entreprises-là, en se formant à l'intérieur, en retournant donc au sein de ces établissements-là pour parfaire leur formation. Et à la fin du rouleau, quand ils auront fini, ils ont un niveau d'employabilité qui est déjà parfait et qui peut leur permettre d'accéder tout de suite à la formation. Et c'est une solution, je mange la vie, qui est gagnant-gagnant, parce que pour les entreprises, ça leur permet aujourd'hui de préparer leur cadre de demain avec un vivier qu'ils auront eux-mêmes trié à partir des alternants qu'ils auront reçus au sein de ces entreprises. Et ils savent qu'ici, ils ont un vivier d'ici 2-3 ans qui leur permettra de faire soit des extensions en termes de ressources humaines, soit des rénovations de capacités en intérieur. Donc, je pense que c'est la solution de l'alternance qu'il faut vraiment accélérer pour répondre à ce besoin-là. Je citerai aussi le cas des formations, disons, de perfectionnement qu'offrent certaines institutions, comme par exemple la M2, pour ne pas la citer, qui permet aussi aux cadres qui sont des entreprises d'aller parfaire leur formation pour répondre aux attentes immédiates de leurs entreprises. Donc il y a des formations qui se font pour des cadres expérimentés
qui vont se remettre en cause, adapter leurs connaissances aux besoins du jour et puis retourner en entreprise avec ces nouvelles connaissances acquises pour se mettre à niveau en matière de connaissances pour le marché de l'emploi. Monsieur Frugola, dans cette dynamique de former autrement, on a pris je dirais pas une habitude, mais de pratique, on forme pour des postes en entreprise. Est-ce que, et maintenant on se rend compte qu'il faut former aussi des gens qui seront capables de créer des entreprises. Je sais qu'au niveau de M2, vous avez développé un programme entrepreneurial. Vous êtes en train de travailler là-dessus qui serait de nature à aider à former pour l'entreprise. Aujourd'hui, le besoin, il est certes en termes d'emploi, mais il est également en termes de création de richesse. Est-ce que le dynamisme que se crée aujourd'hui entre les écoles du Nord et du Sud et qui crée un rapprochement entre le secteur privé et le secteur public d'une part et le secteur privé et l'école d'autre part, est-ce qu'on arrivera à sortir des formations qui aident à transformer le potentiel d'étudiants ou de professionnels en créateurs de richesse à travers des projets d'entreprise? Pour la gestion de l'entreprise ou les modèles d'entreprise, c'est vrai que souvent il y a une base technique qui est de plus en plus, disons, couverte par beaucoup d'institutions, mais ça n'empêche pas qu'il y a le b.a.-ba de la nature humaine qui est vraiment le fondement plus important à l'ère de créer et à l'ère de faire aller de l'avant des entreprises qui sont structurées. Parce que dans la plupart des cas qu'on étudie, ou dans la plupart des formations, parfois en intra qu'on voit, ou lorsqu'on analyse les raisons de succès ou des échecs des entrepreneurs, souvent ce n'est pas une question de formation technique, c'est une question de réflexe, de conduite humaine, de persévérance, d'engagement, de travail en équipe, de savoir écouter, de savoir négocier. Et ce que je vois, c'est que dans les parcours de personnes qui suivent les programmes exécutifs, que parfois des gens qui travaillent dans des entreprises, c'est lorsque ils sont renforcés de ces qualités humaines, que c'est peut-être l'axe principal de nos formations de management, qu'ils se sentent suffisamment sûrs comme pour voler d'eux-mêmes. Je pense qu'effectivement que le volet d'entrepreneuriat, la vraie formation d'entrepreneuriat passe par une vraie formation humaine, de capacité d'endurance, d'analyse, de négociation, de relations, etc. Et des choses qui ne sont pas sur le livre, et je dis toujours que sont très difficiles d'enseigner avec un PowerPoint. Hein? C'est pourquoi la meilleure manière d'enseigner que nous suivons, et ce n'est pas nous qui avons inventé, c'est Harvard Business School qui a inventé, c'est IS qui le suit, c'est la méthode de cas. Et dans cette logique, c'est très important qu'on réussisse à créer des cas locaux dans lesquels on voit des personnes qui se trouvent avec des problèmes, qui ont surmonté ce problème ou bien qui ont échoué et tiré de l'expérience de ce qui a été vécu. J'insiste sur l'importance de capitaliser la grande expérience qu'il y a actuellement en Côte d'Ivoire. Je voulais féliciter en même temps maintenant, puisque c'est un de votre Léonce Anneau, parce que la semaine prochaine, on va animer pour la première fois un cas d'une industrie ivoirienne. Mais c'est pour arriver à cette rédaction de cas, je pense qu'il a mis 2 ans, avec le coaching des profs de l'étranger, etc. Donc toute cette formation de qualité, ça demande vraiment une réflexion de fond, un travail persévérant. C'est sur ce mot persévérant que je pense qu'on va prendre votre mot de fin. Je dis persévérant parce qu'en fait, on se rend compte que aussi, au-delà des formations, au-delà de tout ce qu'on apprend dans les différentes business schools et universités, il y a vraiment des valeurs qui doivent accompagner tout ça. Et ce sont ces valeurs-là qui, en fin de compte, arrivent à permettre
au talent de se transformer, de se bonifier et ainsi de suite. Je rappelle que vous suivez sur notre chaîne YouTube du marché des Business School l'ensemble de ce qui se fait sur la deuxième édition du marché des Business School. Et je voudrais vraiment que cette Lucane, qui est également une Lucane de partage d'expérience, puisse vous permettre également de partager quelques valeurs que vous souhaitez que la jeunesse, que vous souhaitez que toute cette population estudiantine et en quête de savoir puisse adopter, parce que je sais, je ne le dirai pas sur ce plateau, mais je sais que M2 Business School est également fondée sur beaucoup de valeurs que vous portez en grande partie. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui dans cette dynamique de performance, dans cette dynamique d'amélioration continue du travail, dans cette dynamique de renforcement de capacité? Qu'est-ce que vous pourrez dire pour stimuler un peu plus ceux qui sont en quête de savoir et ceux qui veulent contribuer au développement de notre pays? Je pense que ce qui est important, c'est savoir que c'est le seul chemin et que ça vaut la peine. Que si on cherche un autre chemin de facilité, on n'arrivera pas à terme de ces projets que beaucoup de jeunes cherchent. Merci, M. Frigola. C'est à M. Kété, notre parrain, que reviendra le mot de fin. Je rappelle que vous êtes un ancien de l'ESSEC. Vous êtes également un ancien du programme AMP de M2E. Vous êtes un modèle très discret mais très efficace. Vous êtes un cadre très émérite. Et pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup d'étudiants, de professionnels de cette nouvelle génération, on a envie quand même d'avoir le mot d'espoir. Parce que je pense que l'espoir, vous en avez en étant parrain du MBSC. C'est parce que vous mûrissez cet espoir à quelque chose qui est en train de venir, à un vent qui se sent. Et quel est le mot que vous pourrez dire pour stimuler, en tout cas, tous vos filleuls du MBSC 2017? Merci. Bon, je pense que vous avez dit quelque chose qui se retrouve aussi dans le thème de cette deuxième édition, c'est la notion d'entrepreneuriat. Je pense que la notion, c'est une notion qui est parfois mal comprise, dans le sens où les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est seulement celui qui a une idée, qui crée son entreprise et tout. Non. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire le fait même de rechercher l'information d'une qualité de formation d'excellence. Comment je fais pour y accéder? Quels sont les paramètres? Quelles sont les conditions d'accès? C'est une démarche entrepreneuriale. Quand j'accède à ces écoles-là, comment je fais pour avoir le meilleur parcours éducatif qu'il faut? Quels sont les modules? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je me prépare pour accéder au métier que je vais exercer dans 5-6 ans? C'est une démarche entrepreneuriale. Quand je finis, comment je vais faire pour accéder à mon métier de rêve, aux entreprises que je souhaitais intégrer ou même à l'entreprise que je veux créer? Ça fait partie d'une démarche entrepreneuriale. Même en étant en entreprise, quand vous décidez de marquer un temps d'arrêt, d'aller faire une formation de spécialisation, que ce soit en exécutif, que ce soit en AMP et autres, c'est une démarche entrepreneuriale parce que quand vous revenez en interne, vous allez créer de la valeur ajoutée en interne. Donc l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Et donc c'est ce que je veux que toutes les jeunes qui vont participer à ce salon aujourd'hui gardent ça à l'esprit. Il faut être entrepreneur dans l'âme si on veut réussir. Et être entrepreneur, c'est pas forcément j'ai créé ma société, c'est de garder l'état d'esprit de vouloir se battre à tout vent pour accéder à ce à quoi j'aspire. Et ça, c'est le message que je veux leur passer. Il n'y a pas de facilité, il faut se battre. Quel que soit ce que vous voulez faire, si vous voulez être chirurgien, dentiste, commerçant, architecte, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de raccourci. Il faut vous battre, il faut apprendre, il faut transpirer sur les bancs. Et quand vous finissez, aguerri de tout ça, vous avez accès à vos rêves. Voilà le message que je voulais leur passer. En tout cas, merci parrain, merci M. Kété, merci à M. Martin Frigola, directeur général de M2 Business School. Merci au chef parrain, M. Kété. Merci de vous être associé à cette deuxième édition du marché des Business School. M. Frigola, merci beaucoup. Merci de nous suivre. À très bientôt.